Quelque part entre le shampoing et les 10 minutes passées immobile sous la douche, tu n'es plus là. Tu es dans une conversation qui n'a pas encore eu lieu, ou dans une qui a eu lieu il y a 3 semaines et qui, cette fois, se passe autrement. Tu dis exactement ce qu'il fallait dire. L'autre comprend, enfin. Et puis l'eau devient froide. Tu reviens et avec le retour, il y a ce sentiment étrange. Ni satisfaction ni vide tout à fait. Quelque chose entre les deux. Quelque chose que tu connais bien, mais que tu n'as jamais vraiment nommé. Ce qui se passe dans ces moments-là n'est pas de la rêverie au sens ordinaire. Ce n'est pas l'esprit qui vagabonde sans direction. C'est quelque chose de beaucoup plus actif, beaucoup plus précis. Ton cerveau ne dérive pas. Il travaille, il construit, il rejoue, il réécrit, il te donne le rôle que la situation réelle ne t'a pas laissé jouer. Les neuroscientifiques ont un nom pour le réseau cérébral qui s'active dans ces moments. Ils l'appellent le réseau par défaut, le Default Mode Network. C'est le mode que le cerveau enclenche automatiquement quand il n'est plus focalisé sur une tâche extérieure. Quand tu fermes l'ordinateur, quand tu regardes défiler le paysage depuis un train, quand l'eau chaude tombe, quand tu fermes l'ordinateur, quand tu regardes défiler le paysage depuis un train, quand l'eau chaude tombe. Dans ce mode, le cerveau ne se repose pas. Il génère, il produit des simulations de situations passées ou futures. Le professeur Elie Sommer, psychologue clinicien à l'université de Haïfa, a formellement identifié ce pattern en 2002. Il l'a appelé la rêverie inadaptée. Maladaptive daydreaming. Ce qu'il a observé, ce n'étaient pas des gens distraits ou paresseux. C'étaient des gens qui passaient des heures, parfois la majorité de leurs heures éveillées à l'intérieur de récits entièrement construits dans leur propre esprit. Et ces récits avaient presque toujours un point commun. Ils offraient quelque chose que le monde réel n'avait pas donné. Pas de l'évasion au sens où on l'entend parfois, comme si on fuyait ses responsabilités. Quelque chose de plus précis. Quelque chose que les conversations imaginaires donnent et que les conversations réelles refusent trop souvent. Le contrôle. Dans une conversation imaginaire, tu tiens le script, tu choisis le moment, tu décides de l'éclairage et du dénouement. L'autre dit ce qu'il fallait dire. La situation se résout comme elle aurait dû. Le monde imaginaire est le seul endroit où tu es à la fois l'auteur, le metteur en scène et le personnage principal. Pense à ce que la vie réelle ne permet pas. Elle avance trop vite. Elle ne donne pas de deuxième brouillon. Quelqu'un dit quelque chose de blessant dans un couloir et tu penses à la réponse parfaite 3 heures plus tard, dans le métro, entre Châtelet et Gare de l'Est. Trop tard, mais ton cerveau n'accepte pas ce résidu. Il déteste les boucles ouvertes. Alors il recrée la scène. Il te ramène dans ce couloir. Mais cette fois tu as le temps, cette fois tu dis ce qu'il fallait dire. Alors il recrée la scène. Il te ramène dans ce couloir. Mais cette fois tu as le temps, cette fois tu dis ce qu'il fallait dire. Et l'autre, dans ta version, comprend enfin, ou reconnaît enfin, ou regrette enfin. Ton cerveau ne fait pas ça par masochisme. Il le fait parce qu'il essaie de refermer quelque chose qui est resté ouvert. Il y a une image qui aide à comprendre ça. Imagine un dossier laissé ouvert sur un bureau. Pas rangé, pas fermé, juste posé là. Ton cerveau traite les interactions sociales inachevées exactement comme ça. Tant que le dossier n'est pas fermé, il reste sur le bureau. Il occupe de l'espace. Et certains cerveaux ont des bureaux couverts de dossiers ouverts. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est souvent le signe d'un cerveau particulièrement actif dans la lecture des situations sociales. Un cerveau qui analyse, qui anticipe, qui rejoue parce qu'il attache une grande importance à être compris, à être juste, à ne pas laisser une situation sans réponse. Mais il y a quelque chose que ces scénarios donnent encore plus fondamentalement. Quelque chose qui dépasse la simple résolution d'un conflit. Dans l'espace imaginaire, tu es enfin la version de toi-même que tu voudrais être. Tu dis les choses avec le calme que tu n'as pas eu. Tu tiens ta position avec la clarté qui t'a manqué. Tu existes de la façon dont tu aurais voulu exister dans ce moment. Et c'est pour ça que certains de ces scénarios ne portent pas sur des conflits. Ils portent sur des réussites, des reconnaissances, des moments où quelqu'un, un collègue, un parent, un ami, voit enfin ce que tu valais depuis le début. Ton cerveau construit ces scènes non pas parce qu'il est vaniteux, mais parce qu'il cherche quelque part une validation que le monde réel n'a pas encore fournie. Les personnes les plus susceptibles de vivre dans ces scénarios partagent souvent quelque chose, un niveau d'absorption élevé, cette capacité à se plonger complètement dans quelque chose au point d'en oublier le reste. Ce sont souvent les mêmes personnes qui regardent un film et en ressortent bouleversées pendant 2 jours. Elles ressentent plus intensément et elles ont construit un espace où ressentir se fait à leur propre rythme. Il y a les scénarios de gloire silencieuse, ceux où tu imagines le moment où quelqu'un réalise enfin ta valeur, un supérieur qui reconnaît ce qu'il a sous-estimé, un parent qui comprend ce qu'il n'a pas vu. Ces scénarios-là ne cherchent pas la vengeance, ils cherchent la reconnaissance.
Et il y a les scénarios de résolution, ceux où une vieille blessure se referme enfin, où quelqu'un s'explique, où quelque chose qui était resté suspendu trouve enfin sa place. Le cerveau rejoue ces scènes, non pas pour souffrir, mais parce qu'il croit encore qu'une résolution est possible. Et puis il y a la spirale dont on parle rarement, parce que quand tu es 30 minutes dans un scénario, quand tu es en train de dire enfin ce que tu n'as jamais pu dire à 14 ans, tu sais, quelque part, que le temps passe, que le monde a continué sans toi pendant que tu étais là-bas. Et remonter à la surface a un goût particulier, difficile à nommer mais facile à reconnaître, une sorte d'arrière-goût légèrement amer. Et avant même d'avoir conscient décidé quoi que ce soit, tu es déjà à moitié reparti. La honte nourrit le besoin approfondit l'habitude, et l'habitude commence à prendre la place où ta vie réelle était censée se dérouler. Tu sais, ce moment où tu réalises que tu fais ça et que tu n'en avais jamais vraiment parlé à personne, parce que ça paraissait bizarre à expliquer, parce que tu n'étais pas sûr que les autres comprendraient. Mais la plupart des gens qui font ça ne le disent pas parce qu'ils ont honte de quelque chose de grave, parce qu'ils n'ont jamais eu les mots pour le décrire, et parce que de l'intérieur, ça ressemble moins à un problème qu'à une façon d'être. Mais ici, il faut s'arrêter sur quelque chose d'important. Ces scénarios ne sont pas tous identiques, et la différence entre eux dit quelque chose de précis sur ce qui se passe réellement. Il y a les scénarios de préparation, ceux où tu imagines une conversation difficile que tu vas vraiment avoir, où tu répètes mentalement comment demander quelque chose, comment fixer une limite, comment nommer quelque chose de délicat. Ces scénarios-là fonctionnent comme une répétition de théâtre. Ils servent quelque chose de réel. Et puis il y a les scénarios de protection, ceux où tu imagines gagner un débat, mais où en vrai, tu restes silencieux, où tu imagines dire ce que tu penses, mais où tu n'envoies jamais le message, où tu imagines la conversation si précisément, si complètement, qu'elle te semble déjà faite, et que tu perds toute envie de la voir vraiment. C'est là que quelque chose se retourne. La simulation, qui était censée être un tremplin, devient une cage de verre, confortable, transparente et parfaitement invisible de l'intérieur. Tu vois le dehors, tu pourrais y aller, mais l'intérieur est tellement plus prévisible. Et la prévisibilité, après assez de turbulences dans le monde réel, peut ressembler à de la sécurité. Les cerveaux qui font ça ont presque tous une chose en commun. À un moment, souvent tôt, le monde réel ne leur a pas fourni quelque chose d'essentiel, pas nécessairement quelque chose de dramatique, parfois juste une solitude chronique dans des environnements qui étaient censés être accueillants, une sensibilité un peu trop vive pour le monde dans lequel ils ont atterri, et dans cette culture-là, rater une conversation pèse différemment, parce qu'on aurait dû être à la hauteur, on aurait dû avoir la bonne réponse, le bon mot, la bonne formule, et quand ce n'est pas le cas, le cerveau revient, il retravaille, il essaie de trouver la version de toi-même qui était à la hauteur. Ce n'est pas de la vanité, c'est un désir d'être juste, même après coup, même quand personne d'autre ne sait que tu y reviens encore. Et l'espace imaginaire n'était pas une fuite, c'était une réponse, la réponse la plus créative et la moins destructrice que leur système nerveux ait trouvé pour continuer à fonctionner. Le scénario n'était pas le problème, c'était la solution au problème. Ce qui complique les choses avec le temps, c'est que le cerveau apprend. Et ce qu'il apprend quand les scénarios imaginaires fonctionnent bien, quand ils apaisent, quand ils résolvent, quand ils donnent ce que le monde réel ne donne pas, c'est que les besoins émotionnels peuvent être satisfaits en interne. Et quand cet apprentissage devient suffisamment fort, retourner dans la friction du monde réel commence à sembler objectivement pire que rester à l'intérieur. Les vraies personnes sont imprévisibles. Les vraies conversations ne suivent pas le script. Le scénario imaginaire, lui, ne déçoit jamais. Il y a quelque chose dans la relation entre les Français et la conversation qui éclaire tout ça d'une façon particulière. En France, la conversation est un art, et donc un terrain d'exigence. On attend qu'on soit éloquent, précis, capable de tenir sa position avec grâce. Et quand une conversation réelle ne s'est pas passée à la hauteur de cette exigence, le cerveau y revient, il la retravaille, il la perfectionne. Ce schéma, on le retrouve ailleurs aussi, dans d'autres façons dont le cerveau préfère l'interne à l'externe, dans d'autres formes de repli qui ressemblent de l'extérieur à du confort, et qui de l'intérieur ressemblent à quelque chose de beaucoup plus complexe. La vraie question n'est pas de savoir comment arrêter ces scénarios. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça, et vouloir supprimer complètement ce monde intérieur n'aurait aucun sens. La vraie question est plus précise. Qu'est-ce que ce scénario essaie de te donner, et est-ce que tu pourrais commencer à le chercher aussi dehors ? Qu'est-ce que la version imaginaire de la connexion t'offre que tu ne t'autorises pas à demander à voix haute ? Qu'est-ce que le scénario répète, que tu as trop peur de vraiment vivre ? Parce que la capacité à construire des mondes entiers à l'intérieur de ta propre tête, avec une cohérence émotionnelle, des personnages qui semblent réels, des dialogues
qui tiennent, c'est une capacité remarquable, pas un symptôme, une capacité. Les personnes qui vivent le plus intensément dans ces scénarios sont souvent assises sur une richesse intérieure considérable, qui n'a jamais trouvé le bon interlocuteur. La tragédie n'est pas d'avoir imaginé aussi profondément, c'est d'avoir conclu que cette profondeur n'était en sécurité qu'invisible. Et si tu t'es reconnu quelque part dans tout ça, pas dans le sens « oh intéressant », mais dans le sens où tu as dû te rappeler de respirer. Il y a quelque chose qui vaut la peine d'être dit. Ces scénarios ne sont pas une preuve que quelque chose ne va pas. Ils sont la preuve que quelque chose cherche à aller mieux, que quelque chose essaie encore. Le scénario le plus rejoué n'est pas le plus douloureux. C'est celui qui est resté le plus suspendu, celui où la conclusion n'est pas arrivée, où la phrase n'a pas été dite, où la reconnaissance n'a pas eu lieu. Et c'est ça que le cerveau cherche à fermer, pas à ressusciter la douleur, à la résoudre. Il y a une différence, et comprendre cette différence change la façon dont on se regarde quand on réalise qu'on est encore dans le même scénario pour la 4e fois cette semaine. Ces scénarios portent aussi quelque chose qu'on ne nomme pas souvent, une forme de loyauté envers soi-même, envers la version de toi qui n'a pas eu le droit de parler ce jour-là, qui n'a pas été entendue, qui méritait mieux que ce qui s'est passé. Et peut-être que rejouer ces scénarios, c'est aussi une façon de ne pas abandonner cette version-là, de lui dire, même intérieurement, que ce qui lui est arrivé comptait, que ça méritait une meilleure réponse, même si cette réponse ne vient que maintenant et seulement dans ta tête. Si cette vidéo t'a parlé, tu trouveras d'autres analyses ici et des articles sur psychologie-decrypté.com. Et si tu connais quelqu'un qui vit beaucoup à l'intérieur de sa propre tête, peut-être que lui partager ça vaut quelque chose.